salam alaikum wa rahmatullah. D'abord, Ramadan Karim. Alors, je vous remercie de nous honorer, c'est-à-dire dans ce panel qui est un petit peu spécialisé dans la fintech et l'insurtech et qui vient au marge de l'organisation de l'événement chez Tech Challenge. Donc, alhamdoulilah, il est sous patronage du ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups. Donc, cet événement est quand même, c'est-à-dire assez important pour la jeune féminine dans la technologie. Et il est aussi soutenu par Cassis en France, côté diaspora. Donc, sans m'attarder, déjà j'ai pris du retard pour me connecter, je m'en excuse. Donc, je passe la parole à Monsieur Hicham qui va quand même modérer ce panel et je vous remercie encore une fois d'être là. Voilà, faites-le. Barakallahu fik, Jalila. C'est le Belkacem. À vous l'honneur Oui. de nous émerveiller Merci. avec la présentation de. C'est beaucoup, mais est-ce que j'aimerais savoir comment on va procéder. Est-ce que Vous avez une présentation? Est-ce qu'il y a des... Non, en fait, moi j'ai cru comprendre que c'est un panel sur lequel on est interrogé sur des... où il va y avoir un débat sur des questions particulières liées. Très bien. Moi j'ai cru comprendre que c'est un panel. Et donc, je n'ai pas préparé une présentation particulière. Je vais poser une question. Mais je peux donner mon avis sur des... Non, pas de problème. On va commencer. Qu'est-ce que vous pensez justement du rôle que peut avoir l'intelligence artificielle dans le domaine en particulier de la fintech et les usages qu'elle peut vraiment impacter durablement en étant appliquée et en étant développée en Algérie? Oui, bon, merci beaucoup, M. Hicham. Je remercie Mme Rahali de m'avoir invité à ce panel. Et donc, avec Moussaha, c'est une très belle initiative. Et je reconnais un dynamisme vraiment particulier de Mme Rahali dans tout ce qui est développement donc, de l'économie de la connaissance et de l'innovation dans ce domaine, dans le domaine technologique, dans le domaine de la technologie. Alors, le sujet d'aujourd'hui étant donc la fintech et l'insurtech. Bon, moi, excusez-moi, c'est Belkacem. En prélude, avant chaque intervention des speakers, si vous pouvez rapidement vous présenter, comme la vidéo va être transmise à des réseaux, c'est important parce que vous avez des écosystèmes que vous êtes en train de travailler et des projets que vous êtes en train de valoriser. Et il se peut qu'il puisse avoir des partenaires ou des synergies qui puissent se développer par la transmission de ce type de webinaire. Merci, c'est le Gassin. Je vous en prie, c'est Hicham. Je vous dis ça, mais moi-même, je ne me suis pas présenté. Donc. Pas de souci. Si vous voulez, je vous laisse la main pour le faire, puis j'enchaînerai par la suite. J'ai oublié. C'est Hicham Bourak, donc je suis cofondateur de Zoomaniza, donc c'est un collectif, une plateforme d'initiative dans le domaine de l'innovation sur la e-santé et la green tech. Et on accompagne des startups sur l'Afrique, Haïti et en Europe. Et bon, voilà, d'autres casquettes, mais voilà, sur la partie e-santé en particulier, donc concepteur de projet et conseiller sur ces parties-là. Voilà, pour faire très simple. À toi, Sylvain Belkacem. D'accord. Donc, Belkacem Fergani, je suis docteur en traitement du signal, professeur de l'université, à l'université de sciences et technologies Walid Boumediene, de Bezoar, à Alger. Je suis directeur de laboratoire qui s'appelle Laboratoire d'ingénierie des systèmes intelligents et communicants, dans lequel on développe notamment la data science et des méthodes donc, de traitement du signal et de data mining et de l'analyse de données, donc appliquées à des sujets divers comme les télécommunications, donc le data télécom, et aussi sur les environnements intelligents.
la détection donc, des profils de personnes âgées dans des environnements de soins, par exemple, ou pour des personnes vivant seules. Donc, ça tourne autour donc, de la classification du système supervisé et non supervisé. Donc, moi, ici, je suis plutôt donc, issu de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Alors, bon, je suis également, j'assure le montage ou le management de ce qui serait un incubateur universitaire à l'USTHB. Donc, on va bientôt accueillir des porteurs de projets dans le domaine du numérique, hein, du digital. Ça va de la biotechnologie donc à la data science appliquée à divers domaines. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas, je pense que bon, sur la FinTech, il y a un travail qui est en train de se faire en Algérie et sur lequel notre ami aussi Abdelkader est très actif, et notamment sur les aspects réglementaires qui sont en train de se faire. Bon, je pense que ça va, Inch'Allah, ça va bouger bientôt. Bon, sur l'insurance tech, je pense que nos amis des assurances tardent un petit peu à bouger, bien que, bon, tout le monde s'accorde à savoir que, à être conscient que c'est intéressant. Moi-même, j'ai approché plusieurs groupes, grands groupes publics d'assurance, où il était question quand même de mettre en place des data labs dans le domaine des assurances. Mais à mon avis, c'est resté quand même. Bon, je pense qu'il y a le prétexte du Covid qui est là. Mais bon, à mon avis, sur le secteur des assurances, bon, Madame Jahishba connaît bien le sujet, elle va nous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes académiques, donc en termes de formation académique, bon, à l'université, donc on développe ces sujets-là sur un point de vue donc scolaire. Il y a des programmes qui se font, quelques programmes qui se font. Il y a des laboratoires de recherche qui en font, mais ça reste quand même timide. Hein. Il n'y a pas des, il y a pas des masters. Il y a juste 2 ou 3 masters à l'université qui développent, plutôt 2 masters à l'université où je suis, qui développent des sujets spécifiques d'intelligence artificielle et donc de data science. Vous savez qu'il y a un projet de création d'une grande école d'intelligence artificielle qui est normalement en passe d'être exécutée. Voilà. Moi, j'aimerais quand même dire quelque chose. Je crois savoir que nous avons un représentant, enfin, un ex-DG de la BDL, et nous avons quand même aussi approché la BDL avec M. Konossi pour développer des choses sur la FinTech. Mais on n'a pas encore vu des choses concrètes. Voilà. Très bien. Donc, je ne sais pas si non, c'est très intéressant, ce Belkacem. Mais de toute manière, un écosystème comme l'écosystème algérien qui est en train de se structurer sur des nouveaux usages qui concernent le monde entier, alors que la FinTech, c'est une révolution qui est en cours dans le monde entier, ou l'InsurTech, c'est pareil. Donc, ce sont des gros écosystèmes qui ont leur propre process. Et donc, la révolutionner les usages, c'est certain que ça prend du temps. Après, le temps, ce n'est pas forcément des mois, des jours, des années. C'est aussi du temps en termes d'investissement, d'implication. C'est aussi donc il y a des coûts, etc. Donc, il y a des efforts qui sont faits en Algérie en particulier. L'écosystème algérien sur la partie finance et assurance est a vraiment une signature qui peut être vraiment une forte valeur ajoutée à terme en termes de rayonnement écosystémique. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que l'IA est en train d'arriver, est en train de passer à un autre niveau
de maturité en Algérie avec des écosystèmes qui sont en train de se constituer et qui vont capitaliser sur les talents algériens. Donc, je sais qu'il y a plusieurs initiatives par rapport à l'IA qui sont écosystémiques avec des écoles d'ingénieurs réputées et certaines, on les a connectées avec des acteurs internationaux sur la data et sur l'IA d'ailleurs. On est en train de travailler dessus avec certains. Après, il y a d'autres qui travaillent de leur côté, il y en a beaucoup aussi. Donc là-dessus, il y a vraiment des enjeux qui sont très intéressants. Après, sur la partie InsurTech, les assurances, encore une fois, ou la FinTech, ils en parleront, les autres participants, les autres speakers vont en parler beaucoup mieux que moi. Mais là-dessus, les efforts sont en train de se faire, non seulement sur le cadre réglementaire, donc, qui est déjà un énorme challenge, un énorme défi, matcher ça avec la construction et la valorisation d'un écosystème, et à côté de ça, transformer les projets en concept. Donc ça, c'est vraiment important. Après, sur les universités, dans les universités, il y a les masters, mais aussi les initiatives des étudiants. Donc avoir la capacité de créer des programmes qui puissent permettre de voir, de détecter les talents qu'il peut y avoir au sein des universités algériennes, ça peut être intéressant. Parce que pour avoir été à participer par rapport à plusieurs mentorings sur des concours, des challenges, avec plusieurs universités algériennes, il y a vraiment des talents. Et le fait d'en faire quelques-uns sur certaines thématiques, même s'il n'y a pas encore de master qui est vraiment lancé à grande échelle, peut nous permettre d'accompagner des talents et de structurer certains de les accompagner dans la structuration de certains projets, justement sur ces enjeux-là. Alors, entre parenthèses, si je peux ajouter un mot, c'est vrai que par rapport au challenge actuel, les hackathons, etc., donc j'ai vu moi-même de visu qu'il y a quand même un engouement à la fintech, bien que nos étudiants ne sont pas tous dans le développement from scratch. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des open source et les modifier pour pouvoir créer des applications qui vont aider, c'est-à-dire dans la fintech. Mais est-ce que ces étudiants-là sont assez, c'est ça ma question, est-ce qu'ils sont assez armés pour justement créer des applications aussi importantes, mais aussi dangereuses, parce qu'il y a derrière tout c'est-à-dire un travail de sécurisation des données, sécurisation c'est-à-dire des comptes bancaires, etc. Donc, et là, je vois Madame Samira qui Oui, hoche la tête parce qu'elle est dans les cyber-risques dans, oui. dans ce côté-là. Donc, Ouais. voilà, si je... Justement, par rapport à ce que tu dis, Jaël, après je vais laisser la parole à Mme Samira, qui va pouvoir nous éclairer. La FinTech, c'est le segment où les investisseurs investissent le plus dans le domaine de l'innovation. En Afrique, la moitié des investissements vont sur la FinTech. Le pays le plus attractif dans l'innovation en Afrique, c'est le Nigeria. Ils ont obtenu plus de 800 millions de dollars d'investissement extérieur sur des startups. Enfin, dites startups. Parce que startup, c'est un modèle d'échec, encore une fois. 90% des startups, elles ne survivent pas à 5 ans. Donc, il y a des modèles de réussite et des modèles d'échec. Il faut vraiment se positionner plutôt en entreprise. C'est la culture qu'on doit donner à nos jeunes et à ceux qui se lancent dans l'innovation dans la startup, c'est être une culture de l'entreprise à croissance rapide et durable. Mais pas le côté pimpant startup, parce que startup, encore une fois, c'est un modèle qui est très fragile. Mais la partie fintech est très attractive et pour les investisseurs, mais elle doit donc être très structurée, non seulement au niveau réglementaire, il faut être en phase avec la réglementation dans le pays, et à l'international, si on s'inscrit à l'international aussi, mais aussi sur la partie sécurité, c'est crucial, parce que si on est bloqué, les enjeux sont énormes, et la propriété intellectuelle, il y a aussi surtout les enjeux d'identification, etc. Donc, il y a énormément d'enjeux. Donc, sur ce segment-là, il y a des éléments qui sont importants. Je vous donne juste un exemple. L'une des cofondatrices de Guzumaniza a lancé la première crypto-monnaie d'Afrique non anglophone. Elle ne l'a pas lancée dans son pays parce que la réglementation ne lui permettait pas encore. Pourtant, c'est une leader, elle est reconnue, elle a le soutien du pays, tout ça, mais la réglementation n'est pas encore en phase par rapport à ça. Elle a lancé dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et c'est aussi la directrice de Tezos West Afrique. Donc, ça facilite au niveau de la technologie blockchain. Donc, sur ça, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. C'est un vrai écosystème et je pense qu'il y a des talents, c'est certain qu'il y a des talents en Algérie qui sont déjà matures. C'est-à-dire que c'est des gens qui bidouillent, qui jouent, ils s'amusent et ils aiment ça. C'est certain, il faut les détecter. Après, il faut les former sur certains enjeux qu'ils peuvent ne pas maîtriser et les accompagner. Il faut aussi leur permettre il faut avoir aussi une réglementation. Je pense que c'est ce sur quoi Mme Samira va nous éclairer aussi. La réglementation qui puisse, non pas, qui doit accompagner, cadrer les choses, mais pas tuer certaines initiatives en termes d'innovation,
Parce qu'on a pu le voir, la réglementation dans les pays d'Afrique francophone, c'est très restrictif. Et l'Afrique anglophone, c'est un peu plus libéral, entre guillemets, mais c'est quand même encadré. Et vous comparez au niveau d'attractivité en termes d'innovation et d'investissement, moins de 200 millions de dollars sur les 2 milliards d'investissements en Afrique, c'est en Afrique francophone. Moins de 200 millions de dollars, plus d'1 milliard 800 millions de dollars sur l'Afrique anglophone. Le Nigeria, tout seul, 800 millions. Le premier pays d'Afrique francophone, enfin non anglophone, qui reçoit de l'argent, c'est le Sénégal avec, de mémoire, 18 millions. Et on compare. Justement, Hicham, excuse-moi de te couper, mais justement, moi, quand j'entends parler de millions de dollars, etc., j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que là, ces millions de dollars, s'ils ne sont pas vraiment sécurisés, et là, je reviens à au professeur Fergani, est-ce que vous croyez que, c'est-à-dire qu'on est assez armé dans l'IA pour justement sécuriser ces données? Parce qu'actuellement, l'IA rentre vraiment par la grande porte dans la sécurisation des données. Et là, il y a le même, c'est-à-dire la même question passe aussi à Madame Sabira. Donc, on commence par professeur Fergani. تفضل. Madame, moi, il me semble, bon, il y a quand même un travail à faire dans nos entreprises. Parce qu'on est quand même, avant d'aller vraiment vers des solutions proprement dites IA, il y a tout un travail à faire sur le management des données déjà. Et je sais que bon nombre de nos entreprises, même les plus importantes dans le domaine de la finance et des assurances, il y a un travail à faire en termes de sécurisation des données, de management des données déjà, avant d'aller vers des programmes de sciences des données, donc de leur analyse, et d'aller vers des solutions encore plus sophistiquées qui sont issues de l'intelligence artificielle. Est-ce que nous avons dans nos entreprises de FinTech et d'InsurTech des structures qui ressemblent un petit peu à des structures de recherche-développement? Est-ce que nous avons des data labs au niveau de ces structures-là qui permettent déjà de... Moi, je pense que le traitement de la donnée dans ces entreprises, de par un petit peu ma modeste approche, il reste un petit peu non structuré en termes d'organisation. Vous trouvez plusieurs compartiments, plusieurs structures de l'entreprise qui traitent de ces données-là. Il n'y a pas forcément une structure adaptée ou cohérente. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail à faire en ces termes-là, justement pour bien maîtriser la donnée, sa sécurité, son traitement et son exploitation dans ces entreprises-là. Voilà mon avis. Là-dessus, je pense qu'on laissera la parole à Madame Samira, justement, qui va nous éclairer. La partie réglementaire, elle est très, très importante par rapport à la sécurité et par rapport à l'IA et par rapport à la FinTech et la finance. L'interopérabilité entre ces écosystèmes, c'est une chouka, voilà, c'est vraiment très compliqué. Donc, je pense qu'il va. Par contre, il ne faut pas avoir peur des millions. Il faut avoir peur de la gestion des données, mais les millions, il ne faut pas avoir peur. Il faut valoriser, mais il faut avoir conscience de la responsabilité que c'est. Madame Samira. Oui, مساء الخير وصحة رمضانكم. Donc, normalement, il faut que je me présente. Voilà. Donc, je suis doctorante en management, donc chercheuse et experte dans le marketing digital des assurances. Ma mission principale, c'est d'accompagner les dirigeants dans leurs projets stratégiques de transformation et d'adaptation au changement. Donc, j'interviens en Algérie. Donc, j'ai créé mon cabinet dernièrement de formation et de conseil, DigiSkills. Donc, j'interviens en Algérie, j'interviens dans 3 pays en Afrique, la Côte d'Ivoire, Sénégal et la Mauritanie. Donc, pour revenir, bon, je pense que moi, je suis concernée par l'InsurTech ou la SurTech. Donc,
C'est connu, c'est une petite entreprise à vocation technologique exerçant dans le domaine de l'assurance, mais moi, je préfère l'appeler promesse de nouveaux horizons. Donc, la tendance, c'est l'intégration et l'accompagnement des outils technologiques comme levier de croissance, mais il faut prendre en considération les points de vigilance par rapport à la réglementation, parce que c'est un environnement réglementaire qui fait émerger des contraintes supplémentaires pour la profession, que ce soit pour la FinTech ou la… je ne sais pas si vous êtes au courant que pour les assurances, ils sont régis par l'ordonnance 97, contrairement à d'autres secteurs. Donc, c'est quand même un secteur assez réglementé. Et je vais revenir là-dessus. Alors, moi, je n'ai pas préparé de présentation, mais je vais aborder certains points que je vais partager avec vous. Donc, déjà, le métier de l'assureur, il a évolué. Il se transforme sous la pression de quoi? Sous la pression des attentes des clients technophiles. Maintenant, tout le monde est connecté. Donc, il est obligé de réinventer son modèle et de revoir tout ça. Sous la pression aussi des possibilités offertes par le digital. Il évolue, il se transforme aussi sous la pression des assurtech et des fintech et aussi des GAFAM. Il ne faut pas oublier. Google aussi, il peut prendre le marché. On le sait, il a toute une base de données. Donc, c'est un risque aussi. Il n'y a pas que les fintech et les assurtech. Il y a Google, il y a Facebook, il y a Microsoft, parce que Microsoft aussi, il développe des applications et des plateformes au profit des entreprises. Aussi, on a le vieillissement de la population. Là, on parle d'assurance vie, qui est aussi à prendre en considération, et notamment le dérèglement climatique. Et on n'oublie pas la dernière crise sanitaire qui a fait profiter certains secteurs, et certains secteurs qui ont converti cette contrainte en opportunité. Notamment, on a vu dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi mon passage sur le plateau d'un Nahar, on a baptisé la signature électronique. Bon, c'est bien, c'est un secteur, c'est-à-dire beaucoup plus pendant cette crise sanitaire, c'est le domaine qui a profité le plus, les signatures à distance, des contrats à distance. Et nous, les assurances, c'est quoi? C'est un contrat entre assuré et assureur. Mais ce n'est pas suffisant, puisqu'on parle de l'aspect réglementaire. La loi, elle existe depuis 2015, c'est ce que j'ai dit lors de mon débat. Mais l'autorité, elle n'y est pas. Ils n'ont pas créé l'autorité. Donc, ces interactions ou ces échanges d'informations, de données privées notamment, comment va-t-on les protéger? Ils ne sont pas protégés. Ce patrimoine informationnel, il n'est pas protégé parce que l'autorité en question, elle n'existe pas. Donc, cet arsenal réglementaire, c'est bien de l'avoir parce que ça aide à protéger. Mais il n'y est pas. On en parle, le texte il y est, mais il n'est pas effectif. On ne l'a pas encore appliqué. Voilà. Si vous voulez, on peut revenir là-dessus après. Moi, j'aurais aimé que certaines startups ou certaines porteuses de projets soient présentes parce que d'après la thématique, on parle des problématiques ou des problèmes que rencontrent ces startups, pour ne pas dire fintech, insurtech, ces startups, et en même temps, quelles sont les solutions, les conseils qu'on doit leur donner. Donc, parmi les problèmes que rencontrent ces fintech ou ces insurtech, d'abord, la connaissance du métier. C'est ce qu'elle évoquait tout à l'heure, Jalila. Est-ce qu'ils sont aptes à développer? C'est vrai, on peut trouver un ingénieur, développeur compétent, mais il doit connaître le cœur du métier. Donc, il doit être confronté avec le secteur lui-même. C'est ce que j'ai dit aussi lors de mon passage la dernière fois. Idéalement, les acteurs économiques doivent penser à créer un programme de rachat ou de fusion. Les mettre, ces insurtech ou ces fintech, sous leur coupe. Ils ne peuvent pas travailler en silo. Impossible, parce qu'ils ne connaissent pas le métier. Donc, c'est pareil pour les assurances. Alors, parmi ces problèmes, c'est que ces fintech ou ces startups doivent identifier les bons cas d'usage. Quelles sont les solutions ou les applications à proposer pour un marché ciblé? Sinon, ça va vouer à l'échec. Ça, c'est le premier problème. À poser et à coacher les startups à identifier quelles solutions, quels services dois-je proposer pour le marché, que ce soit pour les assurances, que ce soit pour le… Et je vais revenir là-dessus pour les assurances.
Le deuxième critère ou le deuxième problème qui se pose pour les startups, bon, c'est une idée utopique, donc c'est bon, j'ai une idée, je vais la développer. Non. Il faut réfléchir aussi à l'équipe avec laquelle je vais travailler, parce que ça risque d'avoir ce qu'on appelle une divergence de vision. Donc, le projet, il échoue. Il faut les coacher aussi à la bonne gestion financière, parce que même ceux qui ont déjà réussi à avoir un fonds, ça échoue. Pourquoi? Parce qu'elles ont mal géré leur budget, ou elles ont peut-être mal fait une étude financière, mal un business model, ils l'ont mal fait, business plan plutôt. Aussi, il y a un autre critère, une startup peut échouer par rapport à la concurrence. Le temps qu'elle développe sa solution, on peut trouver un concurrent avec la même solution, mais avec d'autres outils et de nouvelles technologies. Donc, il faut qu'elle soit flexible et agile. Et dès qu'il y a une nouvelle technologie, il faut qu'elle vire vers cette nouvelle technologie pour qu'elle ne soit pas effacée. Donc, il y a pas mal de solutions, et bien, bon, enfin, pas mal de problèmes qu'on peut réorienter nos startups. Aussi, les startups, ils ont besoin d'investisseurs. Généralement, elles n'ont pas de fonds. Mais il faut se préparer aux questions d'un investisseur. Parce que la première question est posée avec l'investisseur, est-ce que y a-t-il une appétence sur le marché pour ce service ou ce produit? Il ne va pas investir comme ça. Il ne fait pas du social. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut identifier un projet avec une valeur ajoutée. Avec une valeur ajoutée, il faut aussi prendre en considération la réglementation. Alors, concernant les insurtech, moi, ce que je préconise pour les startups, Inch'Allah, le jour où j'aurai l'occasion de les coacher, c'est d'aller directement vers des produits ou des services, principalement la transformation de la relation client. C'est ce qui marche le plus et qui sera adopté et parrainé par les assureurs. Autrement, le projet, il va échouer. Cette solution, pourquoi? Parce qu'elle sera axée sur la personnalisation et les interactions. Prenons le cas de Pay How You Drive, When You Drive. Donc, c'est personnalisé et il y a plus d'interactions. Les gens feront plus de demandes. Mais chez Assurance après, d'ailleurs, l'assureur, il est connu par un arnaqueur, par le nom d'un hacker. J'achète une prime pendant un an et je n'ai pas bénéficié. Bon, je suis couvert parce que je suis couvert tout d'abord par le bon Dieu parce que c'est orné, mais si je suis, par exemple, si je mets, par exemple, je prends le cas de l'automobile. L'automobile, par exemple, moi, je l'ai utilisé peut-être 2 semaines, on va qu'elle est garée. Et toute cette prime, alors il y a des solutions utilisant l'intelligence artificielle qui vous facilite la vie et qui vous permet d'estimer la prime en fonction de la durée de conduite. Pas besoin de payer votre prime pendant une année. Il y a aussi, moi, ce que j'encourage les startups, les insurtech, c'est de travailler sur des solutions prédictives en se basant sur l'intelligence artificielle parce qu'elle cible efficacement les meilleures offres. Et c'est ce qui va encourager les assureurs parce que InsurTech, moi, si je crée une solution ou une application, pourquoi? C'est pour monétiser ça. Et comment je vais monétiser ça? Donc, il faut réfléchir à vendre ce produit. Et pour qu'il soit vendu, il faut qu'il réponde à la demande. Et les assureurs, ils ne cherchent que ça. Ils cherchent à avoir plus d'acquéreurs, plus de clients, donc une meilleure offre. Donc, il faut cibler son marché. Aussi, il reste ce qu'on appelle les applications liées directement à l'excellence opérationnelle. Ça, c'est notamment pour faire face à la fraude. Et les assureurs cherchent ce genre de solution. J'assure chez vous, après je vais assurer sur un deuxième, j'encaisse ma prime, mon indemnité chez vous, j'encaisse chez un autre, et les assureurs cherchent. Et il y a des insurtech dans ce sens. Il y a des startups qui existent avec des solutions qui épinglent les fraudeurs. Voilà. Donc, grosso modo, je ne vais pas trop tarder, mais grosso modo, si vous voulez qu'on détaille après, on détaille. Voilà. C'est particulièrement intéressant. Merci beaucoup, Madame Samira.
C'est une forme de InsurTech 4P, donc, Oui, donc prédictive, participative, personnalisée et prouvée, oui, plutôt que préventive, parce que là, ça, même si on se posait la question. Non, c'est vraiment intéressant, surtout que vous avez évoqué, quand on parlait tout à l'heure de start-up modèle d'échec, 90% des startups échouent à échéance 5 ans. Il y a les oui, 4 critères principaux, vous les avez évoqués, d'échec. oui. Et Pardon, je peux rajouter juste qu'il faut noter, il faut aussi inculquer ça au sein des startups, que la startup reste quand même une organisation temporaire. Si le projet échoue, elle disparaît carrément, parce qu'au départ, elles n'ont pas de business model. Quand elle arrive à achever sa solution, elle a son business model. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut, les entreprises doivent penser à les intégrer, les allier en interne, non seulement pour développer l'entreprise, mais aussi pour sauvegarder. Bon, la startup, s'il veut rester au sein de l'entreprise, elle vend sa solution, sinon, et elle passe avec un autre projet. Mais il faut y faire mot, que c'est une organisation temporaire. Si le projet il échoue, elle disparaît. Si le projet réussit, donc elle a trouvé son business model, elle se convertit en entreprise classique ou classe, elle cesse d'évoluer, c'est bon. Chose que les startups ne font. Non, Voilà, il faut très vite leur dire que startup, c'est un modèle d'échec. C'est un modèle très, très fragile, c'est une phase. voilà, La voilà, startup, c'est comme un oiseau qui apprend à voler. Il faut voilà. vite, vite, vite apprendre à voler et à se nourrir tout seul. Donc, pour Euh, ça, voilà, le modèle de la scale-up et du scale-up. Donc, oui. c'est toute une procédure. Chez Mais nous, ça, c'est vraiment oui, intéressant parce que votre approche, voilà, elle est par rapport justement aux porteurs de projets. Il serait intéressant s'il y a des oui, porteurs de oui, projets qui sont dans l'assistance, qui n'hésitent pas à se manifester pour intervenir. Ça peut être intéressant d'avoir le retour après le passage des 4 speakers. Mais Inch'Allah. c'est vraiment important parce que ce sont des raisons d'échec, des critères des raisons, ce sont des axes de travail. Tout à Donc, fait. c'est ça qui est intéressant. Et après, il y a un domaine qui est important, c'est le côté de la valorisation. Donc là, on revient sur la fintech ou la surtech. La valorisation de l'entreprise, de son travail, de son projet, c'est un modèle. Le business model, effectivement, on ne le trouve que lorsque le projet est abouti, mais on doit le Voilà. travailler et penser bien en amont. Donc, il faut en avoir un. Et donc, la question budgétaire que vous évoquiez tout à l'heure, elle est cruciale. L'équipe également, c'est crucial. La veille concurrentielle, c'est vital. Et Oui. le connaître son marché et son produit, encore plus. Et le Donc, métier, oui. non, c'est très, très Je important. Ce reviens, sont les principaux vecteurs d'échec. je reviens à Madame Samira. Elle a parlé aussi des fonds que beaucoup de startups ne savent pas gérer. Et là, je reviens à Monsieur Yazid Belmouhoub, donc la bourse d'Alger, qui a accompagné justement plusieurs startups. Donc, si tu me permets, Hicham, de lui donner la parole, parce que je pense que sur ce volet-là, il a beaucoup à dire, hein. Oui, Et oui, on a ça. beaucoup à apprendre. Et la question de la réglementation, justement, lui, il sait ce que c'est, l'enjeu, le levier, l'outil et le casse-tête de la réglementation pour le mettre Mhm. le matcher avec les perspectives et les objectifs de l'écosystème. Donc, c'est vrai que salam alaikum, si Yazid. Alaikum Allez, salam wa rahmatullah. ouais. D'abord, Sahar Mdankom, et puis je suis ravi d'être ici avec tout ce beau monde. Effectivement, le sujet des startups est, pour dire, est un sujet d'actualité chez nous en Algérie. Et souvent, on est interpellé, notamment au niveau de la bourse, pour dire quels sont les mécanismes éventuellement mis en place pour l'accompagnement. Mais comme dit c'est Hicham, les startups sont effectivement un modèle d'échec. Donc, le risque étant très élevé, ce que nous avons toujours dit, c'est que bon, le marché boursier est là, il pourra toujours faire jouer son rôle s'il est sollicité dans ce sens. Mais au préalable, il faut d'abord en fait un accompagnement bien avant, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes start-upers, beaucoup de jeunes pousses notamment, comme l'a dit aussi Madame Djahish, c'est que souvent il y a une méconnaissance du métier de la part de ces start-upers. Donc ils pensent que créer une entreprise, c'est un peu comme dans le cadre de l'enseigne, je peux lever des fonds et commencer à travailler, et puis voilà. Mais ce n'est pas l'objectif en fait. Donc c'est d'abord, effectivement, l'objectif, c'est d'aller vers une innovation technologique qui va disrupter en fait le secteur dans lequel la startup évolue. Mais pour cela, il faut effectivement des financements.
bien que l'écosystème est en train de se mettre en place, il faut le dire. Parce que si on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, dans d'autres places à travers le monde, les choses ont tellement évolué que parfois on a l'impression qu'on est en retard, mais je dis que ce n'est pas le cas. Donc on peut toujours rattraper tout cela. Il faut surtout avoir une stratégie dans ce sens. La stratégie, bon, elle est plus ou moins claire. Les pouvoirs publics ont mis en place un ministère délégué chargé en charge de l'économie de la connaissance et développement des startups. Il y a ce fonds également qui a été créé, donc le fonds des startups qui a été créé. Il y a ce niveau de labellisation aussi qui a été mis en place. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un début d'écosystème qui est en train de se constituer. Nous avons également des incubateurs et des accélérateurs. Donc, en regardant, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent donner en fait de l'impulsion à cet écosystème, je dirais plus entrepreneurial plutôt que start-up. Hein. Donc, je préfère parler plus de cela. Et après, il faut développer il faut de l'accompagnement d'abord de la formation de ces start-upers. Il faut aussi muscler leur business model. C'est très important parce que beaucoup pensent, ils se disent, bon, le marché est en vierge, on peut lancer des idées, ça va se développer, etc. Effectivement, il y a beaucoup d'idées qui sont en train de se développer, mais une grande partie en fait ne trouve pas d'exit en fait. Donc, pour parler maintenant des insurtech et des fintech en général, je pense que pour ce qui est de ces deux catégories-là, il est certain que les grandes entreprises, notamment les banques et les assureurs, les grandes boîtes, ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces start-upers en leur donnant en fait la possibilité de développer leurs idées, de les accompagner ou de développer des idées en fonction de la stratégie de chaque entreprise. Pour cela, la mise en place en fait de FinLab est vivement recommandée au niveau de ces grandes entreprises, ou bien qu'elles puissent se réunir pour créer un FinLab, par exemple, pour le secteur des banques, un FinLab pour le secteur des assurances pour ce qui est de l'insurtech. Et après, il y a cette approche aussi qu'on ne doit pas négliger, c'est en fait l'accompagnement du régulateur. C'est un élément important. Il faut savoir que, par exemple, pour ce qui est du crowdfunding, qui a été autorisé donc par la loi de finances, les textes ont été, les projets ont été finalisés. Il est actuellement donc en attente de promulgation au niveau du ministère des Finances. J'espère qu'il va voir disons le jour très bientôt parce qu'on en a besoin. Et puis après, il y a le développement aussi de la data qui, aujourd'hui, vous savez, comme en Algérie, on n'a pas encore d'entreprises qui sont spécialisées dans ce secteur. C'est à partir de là qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour développer notamment l'exemple qu'avait donné Madame Djahish pour ce qui est notamment on va dire, des arnaques dans les assurances quand on n'a pas ce type de base de données ou d'intelligence qui peut faire cette recherche pour déterminer où se trouvent les défaillances. Donc, c'est un élément aussi important. Mais je dirais qu'in fine, les start-upers doivent savoir que lever des fonds, je parle de notre secteur, lever des fonds ne doit pas être en fait une finalité, dans le sens qu'ils doivent d'abord structurer leur business model, savoir où ils vont, ce qu'ils veulent, et s'ils sont bien sûr appuyés par, comme j'ai dit, de grandes institutions, ça serait encore plus intéressant. Et puis, pour celles qui ont bénéficié du label Startup et qui sont accompagnées par le fonds d'investissement, pour nous, on voit aussi que d'ici 3 voire 5 ans, ça sera peut-être de futures, je l'espère, de futures licornes qui vont venir au niveau du marché, puisque nous-mêmes, nous sommes en train de mettre en place un marché dédié aux startups, mais à un certain niveau de qualification est requis quand même, parce que le risque étant très élevé. C'est aussi le rôle du régulateur, notamment la COSOB,
de veiller à ce que l'argent des épargnants ne soit pas totalement perdu. Donc, de ce côté-là, pour résumer, je dis qu'il y a effectivement beaucoup de facteurs qui militent en faveur d'un écosystème entrepreneurial qui est en train de se mettre en place. On essaye de les accompagner du mieux qu'on peut, mais je pense que le gros du travail doit se faire au niveau de la base. Aussi bien aussi la recherche doit accompagner. Les universités ont un rôle important à jouer. Il y a beaucoup de labos qui existent, donc qui peuvent peut-être prendre en charge une partie de ces startups-là. Et puis après, plus tard, donc pour celles qui pensent avoir ou qui ont des ambitions à l'international, qui ont développé un bon business model, elles pourraient éventuellement faire des levées de fonds au niveau du marché ou à travers d'autres moyens. Voilà. Merci beaucoup aussi, Yazid. Particulièrement intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde insiste sur l'entreprise à croissance rapide et durable plutôt que le terme startup qui est effectivement un modèle d'échec. Quand on dit que c'est un modèle d'échec, il faut valoriser l'échec et l'expérience, mais il faut le cadrer, l'encadrer et le responsabiliser. Absolument. Et ça, il y a des méthodes. Et ça, c'est important pour nous de nous inspirer des modèles qui fonctionnent et de ce qui a fonctionné chez nous aussi, dans d'autres secteurs d'activité. Et pour pouvoir pérenniser le modèle, parce que l'argent qui va sortir du fonds, ça ne pousse pas sur les arbres. Donc, les fonds, il faut investir sur les premières sociétés, les premiers projets, en sachant que si on investit dans les bonnes pépites, on va avoir des retours qui vont nous permettre d'investir encore plus et de valoriser l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est très, très important. Le fonds d'investissement lui-même, c'est un projet qui tend à se valoriser. Donc, cette approche-là qui est de responsabiliser, de valoriser l'échec dans le sens expérience, mais sans faire de cadeaux pour justement responsabiliser et upgrader l'ensemble de l'écosystème, c'est pour ça qu'il est important c'est très, très intéressant d'entendre justement la bourse d'Alger avoir cette approche-là qui est proactive et très portée sur la projection opérationnelle. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense même les banques actuellement, c'est-à-dire qui accompagnent justement le fonds dédié aux startups, donc elles font beaucoup dans l'environnement, l'écosystème startup. Donc, je ne sais pas par rapport à la BDL, si, c'est-à-dire elle est liée, je n'ai pas vu les banques qui se sont, c'est-à-dire inscrites dans ce contexte. Donc, le groupe de la BDL est plus qu'impliqué dans l'écosystème innovant et je pense que si Mohamed Krim va pouvoir nous éclairer là-dessus. Et avec grand plaisir, il a un super, Allah yabarak, un beau sourire, Allah yahfadhou. Donc, non, justement, ce qui va être intéressant en particulier avec Mohamed Krim, c'est le recul qu'il peut avoir avec la manière dont il a pu, dans l'expérience qu'il a pu tirer en dirigeant la BDL, les perspectives qui arrivent et comment lui il voit l'ensemble de l'écosystème et parce qu'en dirigeant une structure comme la BDL, il connaît certaines recettes qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et ça, cette transposition sur le côté startup, elle est très, très importante parce que ça peut permettre de donner des leviers opérationnels. On n'est pas pour faire là du buzz, mais on est là pour valoriser des initiatives. Et je pense que son expérience va nous être très profitable. Enfin, on pense que son expérience va nous être et son expertise va nous être profitable. Sikrim, à vous, Inch'Allah. Votre micro est coupé, Sikrim. Votre micro, il est coupé, Sikrim. Ouais. Attendez. On n'entend pas. Oui, il est en train de parler, mais… Ouais. Tu peux débloquer, je pense. Débloque son… Je lui ai envoyé le message, mais il ne l'a pas vu encore. Sikrim, on ne vous entend pas. Le micro, il est coupé. On revient Voilà, c'est bon. Voilà. Super. Machallah. C'est bon. Très bien. Donc, je disais que je suis heureux d'être parmi vous. Et donc, je vais parler en mon nom personnel et pas au nom de la BDL, puisque je ne suis plus donc, à la tête de la BDL. Mais effectivement, tout ce que vous avez développé autour de la FinTech, je me posais la question, quelle est la vision aujourd'hui
qui est développée en Algérie. C'est vrai qu'il y a une volonté politique, elle est là, à travers donc, le ministère donc, qui a été créé pour dédié donc, donc, aux startups, mais la vision n'est pas suffisamment définie. Les fintech, donc c'est une startup innovante qui utilise la technologie pour repenser le service financier et bancaire. Je crois que ça, c'est la définition du côté bancaire, hein, pas du côté des assurances, du côté bancaire, c'est comme ça qu'elle est définie. Donc, la première des choses que doit, j'allais dire, entamer un leader de start-up, et avant l'argent et avant les fonds, c'est d'aller voir les besoins. Hein, et qu'est-ce qu'il y a lieu de développer et quel produit je vais offrir donc, au secteur bancaire, aux usagers de la banque. Et puis, autre chose, au niveau de la banque, c'est vrai qu'on peut ouvrir les portes des banques pour développer des choses. Il y a déjà, dans le domaine donc, digital et dans le domaine aussi de la monétique et du e-banking, parce qu'ils ne sont pas loin, hein, donc il y a très peu la frontière n'est pas importante entre ces différents domaines. Mais il y a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle la néobanque. La néobanque, c'est une banque dont les produits et les offres sont accessibles que par une application mobile. Et c'est différent que la banque en ligne. Les banques classiques aujourd'hui, donc il y a des opérations qui sont en ligne. Le e-banking est un moyen qui permet donc de réaliser des opérations en ligne. Par contre, la néobanque, c'est totalement digital. Il y a l'utilisation du mobile. Qu'est-ce qui existe? On peut faire donc un diagnostic de ce qui existe actuellement en Algérie et au niveau des banques algériennes, et particulièrement celles que j'ai gérées. Donc, on peut vous citer un peu les services qui existent actuellement. Quels sont ces services? Alors, sur un smartphone, donc le e-banking, donc on peut consulter des soldes, on peut consulter des mouvements, on peut télécharger des relevés de compte, on peut faire des virements de compte à compte, et ça c'est récent, ça a été autorisé par la Banque d'Algérie récemment, donc on peut à partir d'un mobile donc procéder à un virement de compte à compte. On peut commander des chéquiers, on peut commander des cartes, on peut faire des oppositions sur carte, donc on peut utiliser aussi l'OGA comme une solution centrale installée donc, au sein des banques, et bien sûr à la disposition des chargés de clientèle, et cet OGA permet de gérer l'ensemble des abonnements et des contrats clients e-banking. On peut aussi donc, accéder à des comptes et réaliser des transactions, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, limitées donc, au virement. On peut faire des SMS banking. On peut faire aussi des web EDI. Et lorsque je parle de web EDI, donc les échanges de données informatisés, c'est les virements de grande masse. Hein, donc une grande entreprise, un grand donneur d'ordre qui peut opérer des virements donc par le biais du e-banking donc en ligne, des virements de salaire ou des virements de masse, et même les grands facturiers. Et les grands facturiers, c'est tout ce qui est prélèvement automatique. Alors, qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui dans le cadre donc, de la digitalisation au niveau du secteur bancaire? Ce qui est attendu, c'est surtout la possibilité d'ouvrir un compte à distance et la possibilité de faire des paiements à partir du mobile. On le fait déjà en Algérie, on le fait. Comment? Ouvrir un compte. On le fait déjà, ouvrir un compte via mobile. Écoutez, on le fait. Avec Trust. Je connais bien, hein, c'est pour ne pas la citer. Une seule banque qui le fait, l'ouverture d'un compte en ligne. En ligne. Oui, une seule, oui. Une seule banque que je connais bien. Non, via mobile, hein? Via mobile. Hein? Via mobile. Oui, via le mobile, oui. Une seule banque. J'ai dit bien une seule banque. Une petite banque qui peut faire ça, mais pas toutes les banques.
Pas toutes les banques. Là, je suis en train de parler du marché, du produit de demain. C'est-à-dire cette start-up qui veut se lancer dans la création, dans l'amorçage de la société. Voilà le marché, son marché. Je suis en train de parler du marché, donc du service financier que demain une start-up peut offrir donc à la banque ou à la clientèle directement, si elle décide de créer une néobanque. D'accord, madame? Donc, mais le challenge, c'est de pouvoir ouvrir des comptes à distance, donc en ligne, et par le biais d'un mobile. C'est ça l'objectif. Et je fais allusion aux grandes banques, donc aux banques à réseau. Et le deuxième challenge, c'est celui du paiement en ligne, et du paiement par mobile. Et là, il y a une contrainte réglementaire, et bien sûr, sûrement avec la volonté politique qui est aujourd'hui affichée, la Banque d'Algérie pourra éventuellement donner la possibilité donc, de payer des choses donc, par mobile, pour peu, bien sûr, que celui qui paye et bien sûr celui qui reçoit l'argent ait un compte au niveau d'une banque. C'est important et c'est important. Voilà ce que j'avais à dire, et si je reviendrai éventuellement pour d'autres précisions. Merci. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant, surtout voilà, des produits, des marchés qui peuvent avoir des besoins, qui répondent à des besoins concrets des acteurs du marché. Effectivement, les initiatives de néobanques, on en voit arriver. Notamment de personnes portées par des Algériens, et il y a des projets qui vont en ce sens. Je tiens à rappeler, pardon, je tiens à rappeler quand même, sur le marché algérien, il y a déjà des fintechs. Il y a déjà des fintechs qui sont opérationnels et qui font du bon travail. Et les nouvelles fintechs ou les nouvelles startups, donc elles peuvent s'inspirer de ces fintechs qui existent déjà. Et on parlait d'accompagnement, de parrainage éventuellement, parce que les fonds d'investissement, c'est vrai que l'État a mis en place un fonds d'investissement pour accompagner. Mais si ça viendrait de l'usager, de celui qui utilise, c'est mieux, c'est-à-dire l'entreprise elle-même, qui mettra demain des fonds. Si demain, par exemple, une banque, elle aura le choix entre soit créer sa petite structure qui va s'occuper du développement de services financiers sur le plan digital, ou alors carrément créer une filiale, une filiale fintech, qui va s'occuper de la gestion des services financiers sur le plan digital. Voilà, c'est une précision que je voulais ajouter. Alors, si vous permettez, je rejoins M. Kerim. Ce qu'il vient de dire, c'est pareil pour les assurances. Par exemple, ici en Algérie, il y a SAA qui a abrité 2 startups. Elles sont chez elles. Elles étaient incubées chez Incubé. Et au lieu de faire la levée de fonds, donc, elle les a alliées chez elles, en interne, donc pour développer au niveau de la SAA. Et ce qu'il vient de dire M. Kerim, même pour les assurances, au lieu de s'allier avec des startups, on crée carrément une filiale pour innovation, ou pour filiale numérique, ou la filiale stratégie, voilà. Donc, c'est pareil pour les assurances. Alors, permettez-moi de revenir à Dr Farhat qui est avec nous, qui depuis tout à l'heure est en train, c'est-à-dire de donner quelques exemples et puis pointer du doigt quelques éléments essentiels. Là, il parle que le monde actuel est, c'est-à-dire fait pour les jeunes de moins de 35 ans. Donc, ils sont hyper connectés, ils sont mieux que nous, mieux dotés en outils, ils savent ce qu'ils font. Nous, pas autant, parce qu'on a dépassé les 35 ans. Voilà. Donc, je dirais que non. Docteur Farhat, excusez-moi de vous contredire, mais parce que ces jeunes-là, OK, ils ont la connectivité, ils ont un savoir-faire, ils sont plus rapides que nous, ils peuvent travailler sur plusieurs plans, sur plusieurs plateformes, alors que nous, on peut, par exemple, choisir une ou deux, mais il y a toujours derrière l'expérience, il y a toujours derrière, c'est-à-dire une vision, une stratégie.
Elle peut ne pas être comme celui du jeune, mais elle peut vraiment, c'est-à-dire devenir la base de son travail. Parce que je dis bien que c'est vrai, on a plus de 35 ans, on a un âge plus avancé qu'eux, mais plus d'âge, c'est plus d'expérience. Oui. Et quand on met les deux, c'est-à-dire pour travailler avec, donc l'expérience, et on apprend aussi, hein, parce qu'il faut savoir que nous aussi, on apprend, hein, on ne reste pas vraiment derrière. On reste là pour parfois, je dirais, accompagner, je ne dirais pas contrôler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent contrôler, par exemple, ces jeunes-là, contrôler leurs enfants, contrôler, maîtriser, c'est-à-dire ce qu'ils font, ils ne peuvent pas le faire. D'accord? Moi, je suis plus dans l'accompagnement et de créer, c'est-à-dire une dynamique, alors qui commence dans la famille et qui va dans c'est-à-dire dans l'entreprise. Dans la famille, c'est plus nos enfants qui vont nous aider à mieux nous sécuriser. C'est nos enfants qui vont nous aider à faire un travail plus rapidement. Là, je cite par exemple, entre parenthèses, je voulais travailler avec Discord pour l'organisation justement de l'événement. Ah ben, c'est mon fils qui m'aide à le faire. Ouais. Moi, Discord, je sais un petit peu le manipuler. C'est nouveau, mais oui. Parce que ces jeunes-là, voilà, ils ont 14, 15 ans, ils peuvent nous aider. Il ne faut pas avoir, c'est-à-dire on est plus âgé, vers nos enfants, non. Dans le côté, c'est-à-dire entreprise et professionnel, c'est plus les jeunes qui sont les nouveaux recrues, etc., qui peuvent aider aussi les plus âgés. Donc, c'est pour ça que si en entreprise, les plus âgés ne font pas appel à ces jeunes et ne reconnaissent pas leurs compétences, là, ça pose problème. Et là, on peut vraiment plus perdre que de gagner. Donc, je sais pas on est plus âgé, mais on s'adapte vite. Hein. On est plus âgé, mais on s'adapte vite. Hein. Non, pas autant que les jeunes, mais on s'adapte. Oui, mais on s'adapte vite. Ouais. Voilà, alhamdoulilah. Là, c'est très important. C'est des notions, des dimensions qui sont très, très importantes. Mais comme disait le docteur Farhat, et là, et on revient aussi à Abdelaziz, il y a l'accompagnement. Le docteur Farhat, il parle de l'accompagnement lui aussi. Vous parlez, on parle tous là d'accompagnement. On doit penser écosystème. Donc, les jeunes, les moins jeunes, etc. On doit penser écosystème. La partie innovation, valorisation, ce n'est pas que pour les moins de 35 ans, les moins de 25 ans, les moins de 20 ans, les moins de 40 ans, etc. C'est pour ceux qui vont créer de la valeur. Maintenant, il y a des ponts qui sont en train de se faire. Vous allez voir dans plusieurs sociétés à succès, vous allez avoir différentes générations parmi les fondateurs. Docteur Farhat, pardon, je t'ai coupé la parole. Donc, Docteur Farhat dit que lui aussi, il est âgé. Oui, j'ai vu sur le… Alors, maintenant, vous allez venir avec nous et appuyer notre avis. On est âgé, mais on s'adapte. Donc, voilà. On est âgé, on s'adapte. Et le jeune, c'est pareil. Il est âgé, sauf qu'il a un peu moins d'années, mais il doit s'adapter aussi. Et l'agilité, l'énergie, parce qu'il disait qu'on n'a pas la même énergie. On n'a pas la même énergie, ça ne veut pas dire c'est des énergies qui sont différentes. Encore une fois, ça dépend des parcours et de ce qu'on peut proposer. Et on doit penser écosystème. C'est simplement ça, et la valorisation. Et l'osmose, comme le dit si bien notre frère Abdelaziz, est très important en tant que senior, et il en sait quelque chose, puisque c'est plus qu'un expert dans le domaine. Donc, voilà, l'osmose et l'homogénéité, penser écosystème, c'est crucial. Il ne faut surtout pas fonctionner en silo. Les jeunes d'un côté, les moins jeunes de l'autre, les financiers d'un côté, les porteurs de projets de l'autre. Il faut penser écosystème. Parce que sinon, on va avoir des puzzles et des pièces qui ne vont pas matcher ensemble. Et que ce soit en technologie ou bien humainement, l'interopérabilité des choses, ça se prépare en amont, déjà dans l'état d'esprit. Et c'est pour ça que ces échanges-là, ils sont très, très importants. Même lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut qu'il y ait ces échanges-là pour qu'on puisse fonctionner en écosystème. Les porteurs de projets, dans le cadre du She's in Tech Challenge, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de moins de 25 ans ou moins de 35 ans. Voilà, c'est tout âge. C'est le projet, la proposition de valeur qui va être évaluée, entre guillemets, à notre niveau, entre guillemets.
et qui va nous permettre de dégager éventuellement et de sélectionner des projets qui peuvent être intéressants et source de propositions de valeur, encore une fois. Donc ça, c'est important. Et je voudrais poser la question, docteur Hatem Bentebbal, justement, par rapport à vous, comment vous, avec votre expérience, votre expertise, comment vous voyez justement cet écosystème qui est en train de maturer, de se développer à grande vitesse, parce que c'est ce qu'on ne voit pas, enfin on le voit, mais on ne le voit pas, parce qu'on est tellement mis dans le guidon qu'on n'a pas le recul nécessaire pour voir à quel point l'écosystème, il est vraiment… Il y a la réglementation qui est en train d'être changée, qui est en train d'être d'évoluer, qui est en train d'être vraiment adaptée aux enjeux. À côté de ça, on a des investissements dans certains secteurs stratégiques comme l'IA, la FinTech et autres. Comment vous voyez justement l'écosystème algérien dans ce domaine-là et avec votre expérience et votre expertise, quelles sont, à votre avis, les méthodologies que les porteurs de projets doivent acquérir, les critères et les éléments qu'ils doivent acquérir pour pouvoir pérenniser leur projet et leur modèle? D'accord. En premier, salam alaikum. Je me présente, il y a des gens qui ne savent pas. Je suis Hatem Bentebbal, issu de l'écosystème, tout ce qui est solutions IT en Algérie, tout ce qui est intégration. Donc, ça fait presque 20 ans dans le domaine. Et j'ai fait un long passage chez une multinationale reconnue, IT. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire parce que je n'ai pas préparé une présentation, mais là, c'est ce qu'on peut dire sur l'évolution, on va dire, de l'écosystème start-up, innovation en Algérie, que ça peut être utilisé comme levier économique, parce que quand on parle au niveau macroéconomique, c'est qu'on a besoin de croissance rapide. Et cette croissance rapide, elle peut être générée par une digitalisation un peu poussée. Là, qu'est-ce qu'il y a comme frein à cette digitalisation des entreprises, notamment le secteur financier, le secteur de l'assurance? C'est que ce qui a été dit, c'est qu'il y a un aspect réglementation qu'il faut régler très rapidement, et l'aspect financement aussi, parce que parler des startups, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des idées innovatrices, mais il y a un grand souci de financement. Là, j'en ai discuté avec une autre startup qui est dans un autre domaine, le frein de financement pour commencer à stabiliser son business model. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait un minimum de trésorerie et qu'ils se concentrent sur comment faire évoluer leur business model et non pas voir toujours le compte bancaire, est-ce qu'il est négatif ou pas. Et il y a beaucoup on va dire, de challenges en Algérie, et notamment ce qu'on peut dire sur comment faire évoluer cet écosystème au mieux et très rapidement, c'est qu'ils peuvent aussi dupliquer des expériences qui sont faites dans d'autres pays. Dans le domaine de l'assurance, avec la responsabilité sociale, ça peut très bien fonctionner en Algérie. Je pense que ça va être les gens très réceptifs à ce type d'assurance. Et aussi, il y a le fait de digitaliser tout ce qui est banking. Et là, de ce point de vue, il y a un autre aspect qu'on peut avancer en Algérie, c'est qu'il faut qu'il y ait assez de public data centers. Des clouds publics, plusieurs clouds publics qui permettent d'héberger ce genre de système bancaire digitalisé à 100% et qui font qu'il y aura peut-être d'autres privés, petites ou grandes, qui rejoindront ce que disait M. Karim sur les nouvelles générations bancaires qui peuvent innover et proposer des choses à 100% utilisables à travers un smartphone. Merci beaucoup, Alors, je vois qu'il y a aussi avec nous Dr Rachid Rowan, qui est vraiment connu au Canada pour être un as du management des projets.
Donc, je pense qu'il a quelque chose aussi à nous dire et s'il y a des startups qui nous suivent, je suis sûre et certaine qu'il a beaucoup c'est-à-dire à conseiller parce qu'il fait ça pour Nafsiatech, pour la startup que j'ai créée l'année dernière sur la base d'un travail d'une vingtaine d'années dans la santé mentale, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il était parmi les premiers avec le docteur Abdelaziz, avec Hicham Bourak, que je remercie beaucoup d'avoir accompagné Nafsiatech justement dans ce sens. Et c'est pour ça qu'actuellement, elle est en train de faire les choses doucement et sûrement, mais surtout sûrement, parce que le modèle d'échec fait peur aussi. Hein. Donc, on essaiera, Inch'Allah, tous de faire le nécessaire, déjà commençant par l'organisation de cet événement chez Intech Challenge pour les porteuses d'idées, de projets, pour qu'elles puissent vraiment, c'est-à-dire avoir le courage et casser ces contraintes, surtout la peur. Il y a derrière la peur qui vraiment ne permet pas à ces jeunes filles, jeunes dames au foyer, qui sont aussi parfois des ingénieurs qui sont au foyer, ils n'ont pas cette, comment dirais-je, ils ont vraiment peur d'aller de l'avant et fonder leur start-up. Donc là, j'invite rapidement Dr Rouen, s'il est toujours avec nous, alors de nous en dire un petit peu plus. Dr Rouen, alors qu'il se connecte du Canada. Voilà. Fadel, bonjour. Bonjour, docteur Jalila. Bonjour à tous les invités. Donc, j'ai fait le maximum pour que je puisse me connecter à vous avec le décalage. Oui. J'ai profité d'arrêter, j'ai pris une pause de mon cours que je donne en ligne ici. Alors, comme on travaille à la maison, donc vous savez qu'avec le Covid, nous sommes vraiment très coincés ici à Montréal. Donc là, sans plus tarder, donc j'ai suivi rapidement toutes les interventions. C'est à travers tous ces débats qu'on arrivera à se lancer convenablement dans l'entrepreneuriat, parce que moi, je ne fais pas la différence entre start-up ou petite ou grande entreprise. L'essentiel, c'est de participer et de contribuer au développement de notre économie qui souffre depuis des années. Bravo pour ceux qui ont qui ont résisté, qui ont apporté, qui n'ont pas baissé les bras. Et nous sommes tous là pour apporter ce que nous pouvons apporter avec les connaissances universelles. Donc, tout a été dit. J'ai vu, certainement, vous avez soulevé pas mal de soucis. C'est que parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat, ça demande un écosystème favorable. Donc, un des intervenants avait parlé de cela. J'ai suivi. Donc, tous les secteurs doivent être concernés, soit du politique jusqu'à tous les acteurs. Donc, l'écosystème, c'est plusieurs acteurs qui vont participer pour développer l'entrepreneuriat. Et aussi, un autre élément qui est important, c'est d'ancrer dans l'enseignement dès le primaire. Je travaille beaucoup sur cela, sur la culture entrepreneuriale. Ça, c'est mon cheval de bataille, parce que c'est beau de prendre un modèle qui se fait un peu partout. Là, je travaille avec Business Model Canva, que j'enseigne depuis sa création par le véritable Osterweider, c'est un collègue aussi. Alors, j'ai vu les plans d'affaires, c'est beau quand on arrive on demande à nos jeunes, parce que tout à l'heure, j'ai suivi l'âge. Je ne suis pas aussi d'accord pour la question d'âge, c'est une question de vouloir et aussi, c'est normal, nos jeunes n'ont pas la même responsabilité que nous, en tant que nous sommes peut-être des grands-pères, des pères, etc. Et on n'a pas grandi dans les mêmes conditions, mais on les soutient, comme aussi des intervenants avait parlé de l'accompagnement, etc. Donc, c'est normal, nous, on ne va pas lâcher, on est là pour les accompagner, pour les orienter, pour leur montrer et partager comme il se doit toute notre expérience. Parce que moi, personnellement, je suis partisan
on a des capacités, on a des compétences. Il faut créer tous ces ponts à travers le monde. On a quand même beaucoup d'Algériens qui ont réussi un peu partout dans le monde. Vu mon expérience en Afrique, je suis dans plus de 15 pays d'Afrique aussi, sans compter l'Amérique du Nord et l'Europe. Et à chaque fois, quand j'interviens dans des colloques ou des séminaires comme ça, des fois, j'ai la chair de poule. Je vois mon pays qui est à la traîne. Ça m'a un peu donné plus d'énergie d'aller apporter ma contribution à tous ces porteurs de projets et aussi de contribuer de près à ancrer cette culture entrepreneuriale à tous les niveaux. Parce que certes, le combat pour tout cela, c'est un combat d'idées. Il faut bel et bien, et tout le monde, je pense, il va partager cela, c'est que c'est la vision ou bien c'est le contexte politique, socio-économique d'un pays qui engendre un système managérial. Donc, quand on voit qu'on n'est pas encore dans une économie de marché, certes, il y a une certaine volonté. Bravo pour ceux qui font beaucoup d'efforts. Je suis de près. Tout ce que fait le ministre et tout ce que fait tout le gouvernement et toutes les bonnes personnes qui interviennent. Donc, il y a celle que j'ai l'occasion de connaître. Il me semble que M. Krim, l'ancien DG de la BDL, il me semble qu'on se connaît depuis un bon bout de temps, sauf peut-être j'ai vieilli un peu en ce moment, je ne sais pas. Quand elle était du côté là, parce que moi à l'époque j'étais dans le tourisme, j'ai bien fait d'avoir quitté, pour des raisons. Je vous salue vraiment, Monsieur Krim. Je salue d'autres qui Madame Jahish aussi. Il me semble, on se connaît, on a eu l'occasion d'échanger. Il y a Monsieur Ben Mouhoub aussi, une ancienne connaissance. Apparemment, je ne vois pas son intervention. Ou bien je l'ai raté. Et c'est un plaisir de découvrir tout ce panel. Bravo, Dr Rahali, pour ce que vous faites. Bravo, Monsieur Hichem, aussi pour votre intervention. Monsieur Bentoubal, Monsieur Krim et tous ceux que j'ai entendus après mon intervention, ma connexion. Sinon, grosso modo, certes, le chemin est long, mais ensemble nous pouvons. Je sais que nous avons de la compétence. Il faut travailler avec la diaspora dont je fais partie. On découvre pas mal de compétences algériennes à l'échelle planétaire. J'interviens en Côte d'Ivoire, j'interviens en République centrafricaine, j'interviens au Togo, au Mali, j'interviens en Burkina Faso, j'interviens en République démocratique du Congo, et je ne vous cache pas, je suis en moins dans 10 à 15 pays d'Afrique. Ils m'invitent en tant que spécialiste dans le domaine du management, du marketing et de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat dans le milieu difficile. Donc, c'est ça. Si on prend l'entrepreneuriat en Algérie, il fut un temps, j'intervenais à l'ANSEJ, et j'étais le seul à dire, écoutez, la création de l'ANSEJ, ça ne tient pas debout. Il faut qu'on change d'abord l'appellation et on part sur des bases solides. Nous avons l'ADN des entrepreneurs en tant qu'Algériens. Comment il arrive au Canada, il a réussi. Comment il arrive aux États-Unis, il a réussi. Comment? Parce que l'écosystème est favorable. Ici au Québec, tout le monde pense entrepreneur. C'est comme on avait Fortin, c'est le doyen de l'entrepreneuriat, et j'ai eu cette occasion d'avoir les meilleurs professeurs en entrepreneuriat dans le monde. Ça, c'est une fierté. J'ai profité d'être avec eux et d'être leur étudiant, avec Pierre-André Julien, avec Camille Carré, avec Fortin et tous ceux qui ont marqué l'entrepreneuriat. J'ai en profité, et c'est que c'est lui qui disait un entrepreneur est un cadeau de Dieu et l'entrepreneuriat est un antidote à la pauvreté. Donc, j'insiste beaucoup sur, j'espère que les pouvoirs publics, avec notre contribution, ils vont intégrer l'entrepreneuriat dès le primaire.
Ça là, je vois mes enfants quand ils sont au primaire, j'ai gardé même la copie. Soyez rassurés, chers frères et sœurs, c'est que quand j'ai vu les projets d'entrepreneuriat pour les enfants de 10 ans, je vois que ça, on ne l'enseigne pas chez nous. Ça m'a un peu donné à réfléchir, je l'ai gardé. Comment préparer l'enfant à être autonome, à innover, à respecter son environnement, à gagner sa vie tout en restant dans la dynamique, etc. J'ai vu le projet par exemple, de recyclage. On leur apprend à faire la recherche sur Internet, dans les moteurs de recherche, de présenter son projet à quoi ça sert, par exemple, de récupérer toutes les bouteilles en plastique, etc. Pourquoi? C'est pour aussi nettoyer la nature, préserver donc tout ce qui est dans l'environnement et créer de la richesse et de la valeur et la partager et d'avoir une certaine responsabilité sociale. C'est des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Alors, je reviendrai donc je m'excuse, Rachid, allez, je reviendrai donc vers toi parce que cette vision m'intéresse beaucoup. J'ai commencé à introduire l'entrepreneuriat en primaire cette année. Donc, oui, et là, bon, c'est la première fois que je découvre ça chez toi et que tu as déjà travaillé sur ce projet. Oui. Ah ben, je reviendrai, Inch'Allah, vers toi parce qu'on a quand même des établissements scolaires privés. Le privé est plus, c'est-à-dire ouvert c'est-à-dire à introduire de nouveaux systèmes, c'est-à-dire ou de nouveaux modèles d'apprentissage. Donc, bravo pour ça, parce que c'est ça, la petite graine qui grandit en un entrepreneur, si on ne lui apprend pas à innover dès le jeune âge, là, ouvrir son intelligence, son imagination, etc., croyez-moi, on n'ira pas, c'est-à-dire loin. Et même actuellement, par exemple, on parle de Smart City, on parle de plusieurs gros projets, mais on n'a jamais pensé à l'enfant. Pourquoi ne pas l'inclure? Parce que moi-même, ayant des enfants, je vois que parfois, une idée émane d'un enfant et elle ne peut pas, c'est-à-dire tomber dans la tête d'un grand. Pourquoi? Parce que nous, plus âgés, on a plus d'occupation. Notre plan, nos agendas sont trop remplis. Eux, non. Donc là, cette ouverture d'esprit qu'on peut trouver chez eux, cette imagination qu'on peut trouver chez eux, eh ben, elle peut être, c'est-à-dire le principe de l'innovation chez nous. Exact. Avec Saha. On travaille beaucoup sur cela. Sincèrement, ça me tient vraiment à cœur parce que, imaginez-vous, on a des jeunes maintenant qui n'ont pas fait n'ont pas découvert cette culture entrepreneuriale dès l'enfance, mais imaginez-vous si on commence dès l'enfance jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge d'un adulte, alors là, ils vont être des génies. Je suis fier de notre génération. On a des jeunes extraordinaires, alors que même s'il arrive à l'université, déjà, il fait des exploits. Imaginez-vous, on l'accompagne dès le primaire. Et là, je sais pertinemment que nous allons avoir notre part dans ce monde. Et ça me tient vraiment à cœur. Et c'est ça, après, l'écosystème, il va se faire de lui-même. Donc, tout le monde, on ne peut pas développer avec une approche administrative, parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est dans mes cours actuellement, réhumaniser le management. Et il faut voir, c'est toujours le système politique, économique. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, c'est ça quand on parle de la gouvernance. Mais on fait confiance à tous ceux qui apportent maintenant. On est là, on apporte notre expérience et aussi, on prend de toutes les sociétés du monde et on les adapte à notre culture, tout simplement. Donc, ça, je vais terminer. J'ai pris pas beaucoup de temps. Je m'excuse pour tout le monde. Là, on aurait souhaité avoir un débat et apporter chacun de son côté son expérience. C'est mon expérience internationale qui parle. Alors, j'en ai vu, j'étais au Rwanda.
j'en revenais pas. J'étais à Kinshasa, là, avec comment dire, le Montbachi. Tu vas aller au Togo. Au Togo, il fait un grand pas. Alors, j'étais à Lomé. Je ne vous cache pas, l'actuel Premier ministre était mon étudiant. L'actuel ambassadeur au Maroc est mon étudiant dans le test de doctorat. Eh bien, il faut voir, on est en train de voir comment, il dit, mais comment, docteur, l'Algérie vous appelle pas? Je lui dis, ben, malgré que les autorités ne m'appellent pas, mais les enfants du pays m'appellent et le devoir national m'appelle. Ça viendra, Tout Inch'Allah. simplement. C'est que, on le dit, on est prêt même à donner des cours à l'université gratuitement d'ici, de chez moi. Tout simplement, rien que pour voir tous ces jeunes-là réussir et partager notre expérience internationale. Pas une expérience canadienne, c'est une expérience internationale. Donc, des États-Unis au Canada, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe, et ça donne quand même quelque chose. Donc, pour terminer, je dirais donc, il faut voir ce que disent les sciences, il faut voir ce qu'ils ont fait les pays développés, l'adapter à notre culture, et avec la main dans la main, ensemble nous pouvons. Donc, j'ai toujours dit yes, we can, together. Donc, on ne peut pas ne pas avancer. Il n'y a rien qui nous empêche. C'est juste, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Il ne faut pas qu'on se regarde au niveau des pieds. La main dans la main, l'Algérie va s'en sortir et c'est tous ces enfants qui vont en profiter. Merci pour l'invitation. Je m'excuse d'avoir pris trop de temps. Monsieur Krim, c'est un plaisir de se retrouver. Je connais beaucoup de gens de la BDL à l'époque avec Monsieur Yahlef et il y en a d'autres aussi. Là, je vais me rappeler de celui qui était dans le syndicat, l'homme le plus puissant là. J'ai perdu un peu son nom là. Mais sinon, le reste aussi, ça me fait plaisir. Monsieur Hatem, Madame Jahish, Monsieur Fergani, Madame Houria, Monsieur Belkhir, Monsieur Asma de Constantine, donc c'est des initiales. Bravo, Madame et Dr Rahali pour l'initiative. Bravo, Monsieur Hichem, pour votre soutien. Donc, nous sommes là, la main dans la main. On ira vite et bien. Merci de m'avoir donné la parole. Non, c'était très... Je voulais juste, c'est-à-dire au moins, c'est-à-dire parler de notre diaspora. J'ai tenu, alhamdoulilah, avec toute mon équipe, l'un d'eux, il y a M. Hadbi Moussa qui est notre CTO, qui fait un excellent travail dans tout ce qui est développement et sécurisation des données. Ben, je le félicite au nom de tous les membres de Nafsiatek. Et donc, notre diaspora est incluse dans l'organisation de Shizin Tech Challenge. Et bien sûr, les porteuses de projets ne seront pas seulement en Algérie, celles qui seront à l'étranger seront les bienvenues, donc parce qu'on a besoin d'eux. Je dis toujours, ça je le répète tout le temps, c'est comme un oiseau. On a un oiseau à deux ailes, l'Algérie a deux ailes. Elle a ses nationaux ici en Algérie, elle a la diaspora à l'étranger. Si on peut, c'est-à-dire nous réunir et consolider nos efforts, ben, soyez sûr que cet oiseau-là va voler et prendre un essor assez important. Donc là, je vois aussi, excuse-moi Hicham, j'ai pris un petit peu c'est-à-dire tu es modérateur, excuse-moi. Il y a Monsieur Saïd Akrtash qui est là, qui était, qui est un ex-DG de la Naftal, donc c'est plus de l'énergie tech. Et on a inclus cet élément dans la compétition, donc le marathon technologique féminin. Donc, est-ce que la FinTech est reliée à l'énergie? Je me suis demandé, je me suis posé cette question. Est-ce que l'énergie, c'est-à-dire a besoin aussi de la FinTech pour prendre son essor? Monsieur Saïd Akrtash, si vous pouvez nous en dire un petit peu. Je ne sais pas si... Voilà, ouais, c'est bon. Voilà, très bien. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est évident. C'est évident et c'est quelque chose qui nous manque énormément. Il faut vraiment qu'on s'y mette à fond dans ce domaine-là. Bon, surtout en ce qui concerne les énergies renouvelables. Hein.
bon, les fossiles, c'est un peu, c'est maintenant. Bon, il y a des progrès qui ont été faits dans les fossiles. Bon, on essaye de nous adapter, mais moi, l'essor que j'entrevois, c'est surtout au niveau des énergies renouvelables. C'est l'avenir du pays et l'avenir du monde. Donc, il y a une infinité de choses à faire et je pense qu'il y a un champ énorme, presque infini pour les créations d'entreprises, l'entrepreneuriat. C'est des milliers d'entreprises à créer pour atteindre une efficacité et passer très rapidement donc, des fossiles vers les énergies renouvelables en réussissant la transition énergétique. Donc, je pense que la solution viendra de là. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Merci beaucoup. Oui, c'est clair. Oui, non, c'est juste pour rappeler que l'énergie a besoin de l'énergie tech, hein, pas de la fintech. L'énergie tech dans le sens où on introduit la technologie ou la technologie dans tout ce qui est énergie. Hein, c'est une précision que j'ai voulu donner. D'accord. Oui, on a cet élément, heureusement. C'est ça, oui. L'inclusion énergétique, l'énergie tech, c'est important. Après, il est possible que certains usages de certaines fintech s'orientent naturellement sur l'énergie tech et sur l'énergie. Voilà. Mais c'est une précision qui est très, très importante parce qu'il est important de mettre le focus sur le métier et le marché pour ne pas être déconnecté des réalités du marché. Donc, c'est très, très important. Merci beaucoup. Je vais juste revenir très, très rapidement sur les remarques de Sirachid et de Jalila par rapport justement sur les jeunes. Il y a des Algériens qui participent à ce type d'initiative. Evoluki de Rabah et Mourad Atik en Algérie, de la diaspora algérienne, initie donc les plus jeunes donc à tout ce qui est robotique, intelligence artificielle, programmation, codage et esprit d'entreprendre, l'esprit de l'ingénieur. Ça, c'est important. Nous, je suis aussi dans le board d'une association qui s'appelle EDUPI, donc l'éducation par et pour l'innovation, donc qui s'adresse aux plus jeunes. Pareillement, on les initie à Arduino, à la blockchain, etc. Et à ce type à la robotique et autres, donc avec l'intelligence artificielle, donc avec des maîtres de conférences qui sont référencés et qui sont bons. Et c'est vrai que les retours sont très intéressants. Les jeunes sont particulièrement prenants. Pour Evoluquid, j'ai expérimenté avec mes enfants et j'ai expérimenté avec eux. Ils sont devenus accros. Scratch, Python et tout ça. J'avais déjà prévu qu'ils vont travailler cet été sur Arduino et compagnie. Ça leur permet vraiment de penser autrement et d'être non plus passif par rapport à des écrans ou autres, même par rapport à leur enseignement, mais avoir cette force proactive. Et ça, c'est très important. Donc, cette force d'entreprendre. Donc, c'est ce que vous dites tous par rapport à ça. C'est vraiment important. Et c'est vrai que là-dessus, il y a des belles choses à faire. Et je rebondis juste sur l'intervention de Cécile. L'énergie, c'est vraiment crucial. Oui, excusez-moi. Pour ton information, Hicham, Mourad Atiq est avec nous. Oui, je sais. Oui, voilà, il est c'est-à-dire membre du jury. J'ai tenu à ce qu'il soit là. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des surprises. Même par exemple pour les porteuses de projets, on peut avoir par exemple des jeunes qui peuvent, c'est-à-dire nous surprendre, comme celui qui nous a surpris ici en Algérie, qui avait construit il a construit un système d'une ferme numérique digitale, donc qui a été récompensé par notre président. Donc, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour ne pas être surprise, il faut quand même un petit peu avoir cette vision large d'inclure tout le monde. Et c'est pour ça qu'en organisant chez Tech Challenge, c'est aussi, c'est-à-dire un événement inclusif de la diaspora, des nationaux, des jeunes, des moins jeunes et des plus âgés.
Donc, on est vraiment là ouvert à toutes les idées, à tous les projets qui peuvent émaner de nos Algériens. Même, par exemple, je me suis dit, même pour une femme rurale, parce que la femme rurale, OK, elle n'a pas, c'est-à-dire la technicité qu'il faut, mais si on lui donne cette chance de collaborer avec des gens qui ont cette technicité, des développeurs, etc., croyez-moi, on fera quelque chose d'extraordinaire parce que la femme rurale, elle sait, elle connaît ses besoins, elle connaît les besoins de sa famille. Donc, si on s'approche d'elle avec, c'est-à-dire notre technicité, je suis sûre et certaine qu'on va faire émerger des marchés très, très importants pour notre économie. Voilà. Après, voilà, c'est très important. C'est à la fois un modèle inclusif et en même temps, on va mettre ce qui est mis en place dans Tech Challenge, c'est aussi un pipe pour pouvoir justement les accompagner, structurer au maximum et encadrer au maximum pour qu'ils puissent être le projet puisse être les plus maturés possible, même si le laps de temps il est relativement court, mais pour qu'ils puissent être en phase avec les enjeux et les risques des marchés, qu'ils connaissent vraiment quelles sont les règles du jeu et quelles sont les clés de lecture lorsqu'elles ne les ont pas encore complètement acquises pour pouvoir compléter pour fonctionner, donc encore une fois, en écosystème et qu'elles puissent avoir un impact. Ce qui va être valorisé, c'est valoriser l'impact et valoriser donc le modèle. Et c'est pour ça qu'on s'attend à avoir des belles surprises, hein, c'est certain. Parce que les retours sont intéressants, non seulement au niveau des étudiantes, etc., mais également des entrepreneurs dans l'âme, donc qu'ils soient plus jeunes ou moins jeunes. Ce qui compte, c'est vraiment la proposition de valeur. Exact. Parfait. Exact. Donc, s'il n'y a pas, c'est-à-dire des questions, si il y a quelques participants, je vois quelques participants. Alors, on verra un petit peu dans la discussion s'il n'y a pas des questions. Alors. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez activer votre micro et poser les questions à la personne à laquelle vous voulez la poser ou au panel général. Je suis en train de voir dans la discussion, peut-être qu'il y a une question quelque part. Alors. La plupart ont été répondus en direct, notamment ceux de... Oui, exactement, exactement. Docteur Farhat, elles ont été répondues en direct, en particulier. En tout cas, on vous remercie grandement pour avoir répondu à l'invitation et pour nous avoir éclairé, et nous avoir enrichi de vos expériences, expertises et de vos bonnes idées également, et de vos sourires. J'aurais aimé entendre si Abdelaziz, je pense qu'il n'est pas là. Non, il a une réunion à 17h30. D'accord, d'accord. Okay. Il s'excuse, oui. Ouais. Moi, il allait intervenir sur le management de projet et la pérennisation, et son importance dans la pérennisation d'un modèle. Mais on aura l'occasion de l'entendre. Oui, bien sûr. On se retrouve, Inch'Allah. En tous les cas, on a été très honorés par votre présence. Dès que j'ai c'est-à-dire sollicité tout ce beau monde, directement, c'était un oui, Allah yatikum saha. D'accord. Parfois, on ne s'y attend pas. Mais il y a quand même de belles surprises qui nous attendent, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, je vous dis encore une fois, Ramadan Mubarak. Merci. Merci. Au revoir. Merci, allez, au revoir. Merci. Au revoir.